Le 23 septembre 1543, les premiers Européens, des marchands portugais, débarquent au Japon. Au début, les insulaires nippons accueillent à bras ouverts ces Nanbanjin, ou barbares du Sud, qui leur permettent de maintenir des relations commerciales avec le reste de l'Asie. Mais au début du XVIIe siècle, les rapports se tendent à cause d'un christianisme jugé trop envahissant et dangereux pour la société japonaise. En 1641, chrétiens et étrangers sont expulsés du Japon, à part quelques Hollandais parqués sur l'îlot de Dejima et placés sous haute surveillance. C'est le début du Sakoku, la fermeture du pays qui durera jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cette brève intrusion de l'Europe au Japon va pourtant donner naissance à l'un des courants artistiques les plus intrigants de cette période charnière entre XVIe et XVIIe siècle, le Nanban Bijutsu ou art Nanban. Les motifs représentant les barbares du Sud vont en effet se multiplier dans les arts décoratifs. On les trouve alors ornant toutes sortes d'objets, comme ce Suzuribako ou boîte écritoire de l'école Rimpa, ce Jubako, luxueuse boîte à bento en bois laqué avec feuilles d'or et d'argent, ou cette poire à poudre dont l'usage fut justement introduit au Japon par les Portugais avec les armes à feu à la fin du XVIe siècle. Mais c'est surtout à travers la peinture sur paravent que l'art Nanban va trouver sa plus riche expression avec les Nanban Byobu. On dénombre 92 exemplaires de paravents Nanban ayant survécu jusqu'à notre époque, actuellement répartis dans différentes collections japonaises, européennes ou américaines. Cette relative profusion permet de faire figurer les Nanban Byobu parmi les sujets les plus populaires de la peinture japonaise de la fin XVIe, début XVIIe. Juste derrière les vues panoramiques de Kyoto, connues sous le nom de Rakuchu Rakugaizu. Les paravents Nanban semblent apparaître quelques décennies avant l'an 1600, précisément au moment où la peinture de cour ne faisait que répéter sans beaucoup d'âme les procédés picturaux de style Yamato-e mis au point quelques siècles auparavant lors de la période Heian. L'arrivée des barbares du Sud offre enfin la possibilité aux artistes d'exploiter un thème neuf et exotique, dont vont rapidement s'emparer les peintres de l'école Kano. Originellement fondée par Kano Masanobu à Kyoto au XVe siècle, cette école a ouvert des ateliers dans différentes villes, comme Osaka ou Odawara, offrant les services de ses artistes professionnels aux daimyo ou aux institutions bouddhistes locales. Kano Naizen est l'un des rares peintres à avoir signé ses paravents Nanban, la plupart étant restés anonymes. Toutefois, une douzaine peuvent être attribués avec quasi-certitude aux ateliers de Kano Domi, Kano Mitsunobu, Kano Takanobu, Kana Sanraku et autres membres de la même école. Le style Kano se caractérise par la richesse des couleurs et la profusion des détails, habilement équilibrés par de grands nuages dorés qui délimitent et structurent l'espace, provoquant un contraste saisissant avec les parties sombres de la mer. Terre et ciel semblent souvent se mêler sur fond de feuilles d'or. Seule la présence de quelques rochers, arbustes ou grands pins sinueux suggère la différence entre la terre ferme et les nuées. La composition se déroule sur un ou deux paravents à 6 panneaux, donnant l'impression d'une séquence narrative se lisant de gauche à droite. Tout en conservant les mêmes principes généraux, chaque atelier de l'école Kano semble avoir développé ses propres arrangements et détails picturaux caractéristiques. Comme vous avez d'ores et déjà pu le constater, le modèle de composition le plus répandu des paravents Nanban représente l'arrivée dans un port nippon d'une caraque portugaise. Ces grands navires à voile suscitèrent en effet l'admiration des Japonais, qui dès la fin du XVIe siècle les désignèrent sous le terme kurofune, c'est-à-dire vaisseau noir. Il faut dire que les Japonais de l'époque n'étaient pas de grands navigateurs, notamment en raison de la piètre qualité de leurs embarcations. Construits sur le modèle des vaisseaux coréens, les Besaïsen nippons étaient des bateaux très fragiles, à fond plat et peu maniables, mal conçus pour la navigation en pleine mer. Toute la voilure s'accrochait à un seul mât, qui cassait dès que le vent tournait rapidement. On comprend parfaitement la stupéfaction qui dut frapper les insulaires lorsqu'ils découvrirent les hauts 3 mâts européens, d'une étonnante maniabilité en dépit de leurs dimensions imposantes. Les Japonais furent par ailleurs fascinés par les incroyables acrobaties auxquelles se livraient les marins, à des hauteurs vertigineuses pour manœuvrer les voiles dans la mâture et les gréements. Ces scènes acrobatiques sont présentes sur la plupart des paravents Nanban. Les matelots, le plus souvent des esclaves noirs, y sont représentés comme de véritables artistes de cirque, dans des positions improbables. Escaladant les haubans, accrochés à la vigie ou aux vergues, suspendus aux étais tels des funambules, parfois la tête en bas, ou faisant crânement le poirier sur le bout dehors, à la proue du navire. Le kurofune n'est pas le seul spectacle exotique offert par les paravents Nanban. Les artistes l'associent traditionnellement à une procession de marchands européens dans le port, dont la mise en scène illustre non seulement la fascination, mais aussi l'humour un peu narquois avec lequel les Japonais considérèrent ces étrangers débarqués sur leurs côtes, avec leur manière un peu trop guindée et leurs costumes bigarrés. Arrêtons-nous par exemple sur ce paravent anonyme du début du XVIIe siècle, dont la composition relativement épurée est pourtant fort représentative. Comme toujours, les Nanbanjin représentés sont portugais. En effet, les Lusitaniens, en tant que premiers occidentaux arrivés au Japon, ont servi de modèle pictural à tous les barbares du Sud, même si ce terme a englobé par la suite les Espagnols et la plupart des autres Européens. La spécificité ethnique des Occidentaux est suggérée par la couleur de leur peau,
la largeur de leurs yeux, leur nez proéminent et leur caractère hirsute, exprimé par d'épaisses moustaches et des barbes taillées en pointe à la mode ibérique. Tous portent, à quelques variations de couleurs près, les éléments typiques qui constituent le costume Nanban. Chapeaux à bord, parfois ornés de plumes de coq, collerettes blanches plissées, mantelets de brocart, riches pourpoints brodés et bonnes bas de chasse, ces culottes bouffantes que les Portugais portaient en Extrême-Orient. Ces vêtements, sans doute magnifiques, devaient être bien trop chauds pour le climat asiatique et provoquer l'hilarité des autochtones. Remarquez les nombreux mouchoirs en dentelle, vraisemblablement utilisés par les Nanbanjin pour s'éponger virilement le front. D'autres accessoires viennent compléter leur panoplie. À la ceinture, des rapières finement ouvragées, peut-être forgées à Tolède. Autour du cou, des rosaires en perles et en pierres précieuses, d'où pendent souvent des sifflets en argent, utilisés pour appeler les esclaves. Les esclaves, de fait, ne sont jamais très loin. Leur peau noire, autre source d'étonnement pour les Japonais, indique qu'ils étaient sans doute originaires des colonies portugaises en Afrique, comme le Mozambique, ou de leurs comptoirs en Inde, comme Goa. Vêtus d'étoffes plus simples, en coton tissé uni ou à motif géométrique, ils accompagnent leur maître, portant docilement bagages et marchandises. En tête de procession marche le capitaine du navire. Figure d'autorité, il est systématiquement accompagné d'un esclave noir qui le protège du soleil au moyen d'un large parasol indien. On note aussi parfois la présence à ses côtés d'un serviteur asiatique en costume occidental, peut-être un traducteur, ici en bas à gauche. Deux prêtres chrétiens viennent à la rencontre de leurs compatriotes portugais. Leur longue robe noire permet de les identifier comme des jésuites, ordre religieux qui joue un rôle majeur dans l'introduction du christianisme au Japon. En haut à droite, en arrière-plan, on aperçoit justement le toit d'une église chrétienne, seulement reconnaissable à la discrète croix dorée qui orne son sommet. Sur le panneau de droite accourt un petit groupe de Japonais, probablement des samouraïs, puisqu'ils portent à la ceinture katana et wakizashi. Avertis de l'arrivée du bateau, ils se pressent pour assister à la parade des Nanbanjin. Il faut imaginer les attroupements incroyables que provoquait alors l'arrivée des étrangers au long nez. Avec leurs navires merveilleux, leur apparence singulière et leurs costumes insolites, les Nanbanjin semblaient littéralement débarquer d'une autre planète. Les rumeurs les plus folles circulaient d'ailleurs à leur sujet. Écoutez par exemple ce qu'écrivait très sérieusement Hirata Hatsutane, l'un des plus importants théologiens de la religion Shinto. Certes, ces propos écrits au XVIIIe siècle ne se rapportent pas aux Nanbanjin à proprement parler, mais aux Hollandais, tolérés à l'époque sur l'îlot de Dejima. Ils permettent toutefois de comprendre le regard que portaient les Japonais sur les Européens, ainsi que les nombreux fantasmes qu'ils nourrissaient à leur sujet. Comme tous ceux qui en ont vu un le savent, les Hollandais sont plus grands que les autres peuples et ont le teint clair, de gros nez et des étoiles blanches dans les yeux. Par nature, ils ont le cœur léger et rient souvent. Ils sont rarement en colère, ce qui ne s'accorde pas vraiment avec leur apparence et apparaît comme un signe de faiblesse. Ils rasent leur barbe, coupent leurs ongles et ne sont pas sales comme d'autres peuples. Leurs vêtements sont très beaux et ornés d'or et d'argent. Leurs yeux sont vraiment semblables à ceux d'un chien. Les Hollandais sont allongés depuis la taille vers le bas et la minceur de leurs jambes les fait aussi ressembler à des animaux. Quand ils urinent, ils lèvent une jambe comme le font les chiens. En outre, apparemment parce que l'arrière de leurs pieds ne touche pas le sol, ils fixent des talons en bois à leurs chaussures, ce qui les fait d'autant plus ressembler à des chiens. Parce qu'ils s'adonnent continuellement aux excès sexuels et à la boisson, aucun d'eux ne vit très longtemps. Pourtant, les Hollandais sont une nation douée pour l'étude et l'analyse fondamentale des choses. C'est pourquoi ils sont certainement le peuple le plus habile au monde pour des belles œuvres de toutes sortes et qu'ils excellent en médecine aussi bien qu'en astronomie et en géographie. Les artistes de l'école Kano furent non seulement sensibles à l'étrangeté physique des Nanbanjin, mais aussi à l'exotisme des marchandises qu'ils déchargeaient en abondance de leurs navires. Outre les ballots de soie chinoise échangés contre des quantités incroyables d'argent japonais et les épices venues d'Inde, les Portugais ramenaient également de nombreux objets précieux dans l'archipel. Tapis et tissus d'ameublement, petits coffres en bois marquetés, théières délicates, boîtes laquées, porcelaine de Chine et toutes sortes d'autres bibelots qu'on s'arrachait littéralement à la cour de Kyoto. Autre source d'admiration pour les Japonais, l'importante faune exotique ramenée dans les cales des Kurofune. Vous avez peut-être remarqué sur certaines images la présence d'oiseaux de proie ou de chiens européens tenus en laisse, ce qui était complètement inhabituel à l'époque au Japon. Les paravents Nanban représentent en effet toutes sortes d'espèces animales différentes, venues de presque tous les continents connus à l'époque. Sur celui-ci, un pan magnifique, probablement venu d'Inde, est attentivement observé par plusieurs marchands pendant qu'il fait la roue. Sur cet autre, un Portugais tient dans ses bras un coq blanc, tandis qu'un petit singe grimpe malicieusement sur l'épaule d'un autre marchand. Au sol, prisonnier de cage, on aperçoit un cacatoès blanc, perroquet originaire d'Indonésie,
et un petit félin, peut-être un oslo d'Amérique du Sud. Plus impressionnant encore, ce chameau originaire d'Asie centrale, tenu en bride par un esclave noir, ou ce fougueux pur sang arabe que 2 autres esclaves semblent avoir de la peine à maîtriser. Ces chevaux de combat étaient particulièrement prisés par les daimyos en raison de l'avantage considérable qu'ils représentaient dans une bataille. Ces différents exemples prouvent l'incroyable attrait qu'éprouvèrent alors les Japonais pour ce monde extérieur, inconnu et lointain, dont ils avaient été si longtemps coupés et qui enflamma l'imagination des artistes. Cela se traduit plus particulièrement sur quelques paravents, beaucoup plus rares, qui montrent non pas l'arrivée d'un navire Nanban au Japon, mais son départ d'une distante colonie portugaise. Celui-ci, par exemple, représente vraisemblablement Goa, important comptoir des Indes portugaises, qui constituait le centre névralgique de leur commerce en Extrême-Orient. C'est ce que laisse en tout cas supposer la présence de 2 éléphants, pachydermes ô combien exotiques, dont l'un sert de monture à un haut dignitaire portugais. Pour le reste, le port étranger est totalement imaginé par l'artiste, qui n'a sans doute jamais quitté le Japon. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Kanonaisen représente la ville indienne avec des éléments architecturaux typiquement chinois, comme c'est aussi le cas sur cet autre paravent. Observez notamment les toits recourbés caractéristiques, les couleurs très vives avec lesquelles sont peints les bâtiments, les avant-toits décorés de dragons, les riches ferronneries ornementales, les vérandas avec balustrades, les carreaux et les tuiles en céramique polychrome. En effet, pour les Japonais de l'époque, continent égale Chine. Par convention, les artistes représentaient donc tout port étranger continental, qu'il s'agisse de Goa ou de Lisbonne, comme une ville chinoise, et personne n'y trouvait rien à redire. Un seul élément pictural suffisait en effet à faire comprendre que la ville était portugaise, la croix chrétienne ornant le sommet des bâtiments. On peut même s'autoriser à penser que l'artiste, en donnant ici la forme d'un dôme à l'un des toits, cherchait peut-être à imiter, par ouï-dire, la coupole de certaines églises européennes de la Renaissance. Par ce seul indice de la croix, tout spectateur japonais de l'époque comprenait qu'un tel port ne pouvait qu'être sous influence européenne. Même ces dames aux allures pourtant fort asiatiques, qui observent du haut de leur balcon le départ du navire, étaient reconnues par les Nippons comme de belles portugaises, objet de tous les fantasmes. Historiquement, les paravents Nanban sont surtout un témoignage unique de l'implantation du christianisme dans l'archipel à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Les artistes représentent majoritairement des pères jésuites qui ont d'abord initié l'évangélisation du pays avec François Xavier en 1549, puis obtenu du pape l'exclusivité de la mission catholique au Japon entre 1585 et 1593. On trouve toutefois des représentants d'autres ordres religieux, dominicains, franciscains et augustiniens par exemple, qui débarquèrent au Japon dès que prit fin le monopole de la Compagnie de Jésus. Certains peintres vont même jusqu'à représenter des scènes liturgiques chrétiennes. Sur ce paravent, en arrière-plan, dans un bâtiment qu'on identifie comme une église, on distingue un prêtre en chasuble blanche, rouge et or en train d'officier. Il présente l'hostie sacrée face à l'autel, où trône un portrait du Christ entouré de 2 candélabres en or. Sur cet autre, plusieurs prêtres appartenant à différents ordres religieux se recueillent pieusement devant un autre autel, également surmonté d'une icône représentant le Messie chrétien. Ces quelques exemples attestent de l'intérêt porté alors au culte catholique, dont la pompe cérémonielle devait intriguer les Japonais, même s'ils n'étaient pas forcément prêts à embrasser le christianisme. À partir du second quart du XVIIe siècle, la persécution menée par le shogunat à l'encontre des chrétiens amena une diminution significative des motifs religieux sur les paravents Nanban. Après la fermeture du pays en 1641, les Nanbanji ne disparaissent pas complètement des compositions, mais se font beaucoup plus discrets. Sur ce paravent du XVIIe siècle, représentant la ville insulaire d'Itsukushima, la présence des Européens, dénuée de toute connotation religieuse, est réduite à portions congrues. Les Nanbanjin se fondent ici à l'immense population des fêtards qui célèbrent le Matsuri de la ville. Toujours identifiables à leurs costumes caractéristiques et à leurs chiens promenés en laisse, ils brandissent un immense parasol indien et jouent de la musique, comme dans une grande parade de carnaval. Dénués de tout pouvoir économique et religieux, les étrangers sont ramenés au rang de figurants amusants et inoffensifs. La production de paravents Nanban finit par s'éteindre au XVIIe siècle. Mais de riches familles de marchands japonais continuent à les conserver précieusement, même après le bannissement du christianisme et la fermeture du pays à l'Occident. Certains anthropologues pensent en effet que les paravents Nanban jouaient un rôle talismanique pour les commerçants japonais. Dépeignant généralement un bateau étranger déchargeant ses précieuses marchandises, elles étaient censées amener richesse et prospérité à leurs possesseurs, un peu comme le Takarabune, le navire au trésor des 7 dieux de la bonne fortune. L'éminent ethnologue Horiguchi Shinobu va encore plus loin, formulant l'hypothèse que les communautés primitives de l'archipel assimilaient sans doute tous les visiteurs venus d'au-delà des mers à des Malébito. Ce terme, qui signifie littéralement « étranger de passage »,
désigne un kami itinérant venant du Tokoyo, le monde éternel, capable de répandre aussi bien terreur que chance et richesse. D'après Horiguchi, les paravents Nanban pourraient être une résurgence inconsciente de cette croyance ancestrale. À travers l'image de l'étranger, il ne s'agit pas seulement d'apprivoiser ce qui est différent, inconnu, mais aussi d'amener la prospérité au pays. On constate d'ailleurs une réaction comparable au XIXe siècle, à la fin du Sakoku, lorsque d'autres kurofune, les vaisseaux noirs du Commodore Perry, quoique inspirant la crainte avec leurs canons, donnèrent aux Japonais l'espoir d'une redistribution plus équitable des richesses. Malgré leur disparition, l'influence artistique des paravents Nanban se fera sentir jusqu'à la fin de la période Edo. En popularisant des scènes portuaires truffées de détails insolites, les peintres de l'école Kano vont éveiller le goût des Japonais pour les sujets de la vie quotidienne et permettre indirectement le développement des estampes ukiyo-e au XVIIIe et XIXe siècle. Le Sakoku, en outre, ne va pas complètement éteindre la fascination des Japonais pour le monde extérieur. Pendant toute la période Edo, les élites intellectuelles continuent à étudier l'Occident à travers les livres ramenés plus ou moins sous le manteau par les commerçants hollandais de Dejima. Ces études hollandaises, nommées Rangaku, expliquent en grande partie la rapidité du décollage économique du Japon après l'abolition du shogunat en 1867. Otsuki Gentaku, intellectuel précurseur dans le domaine du Rangaku, se fit un devoir de tordre le cou aux préjugés absurdes que nourrissait l'inconscient collectif des Japonais à l'égard des étrangers. Écoutez ce qu'il déclare en 1797 dans un ouvrage intitulé Ransetsu Benwaku, malentendu à propos des Hollandais. Est-ce parce que la forme et la couleur de leurs yeux diffèrent des nôtres que les Hollandais sont calomniés comme des êtres proches des animaux ? Peut-être qu'à cause de la différence de continent, les Européens sont quelque peu différents des Asiatiques que nous sommes. Mais il n'y a aucune différence quant aux organes qu'ils possèdent et à leurs fonctions. Si vous allez à Nagasaki, vous verrez des Noirs venus d'Inde qui ont aussi des yeux de formes différentes. Il y a également des différences parmi les Chinois, les Coréens ou les Ryukyuan, les habitants des îles du sud du Japon comme Okinawa par exemple. Même parmi les Japonais, il y a des différences dans la forme des yeux en fonction de leur région d'origine. Dans chaque cas, les yeux peuvent sembler différents en apparence, mais leur usage est toujours le même. Si même les Japonais sont différents les uns des autres, il est logique a fortiori que des habitants vivant à des milliers de kilomètres sur un autre continent soient différents des Japonais. Les histoires qui prétendent que les Hollandais lèvent la jambe comme les chiens pour uriner, qu'ils pratiquent de nombreux arts érotiques ou qu'ils possèdent toutes sortes d'aphrodisiaques sont des mensonges indignes de toute considération. Leur espérance de vie, enfin, ne diffère en rien de la nôtre. Certains vivent 100 ans, d'autres meurent à 10 ou 20 ans. La durée d'une vie humaine, qu'elle soit longue ou courte, est fixée par le ciel. Et il n'y a aucune différence nulle part dans le monde, dans quelque lieu ou pays que ce soit. Annonciateur d'un véritable courant humaniste qui traversa le Japon intellectuel à la fin du XVIIIe siècle, l'art Nanban prépara le pays à son ouverture définitive sur le monde au moment de l'ère Meiji. Il reste aujourd'hui le symbole d'une première rencontre interculturelle entre deux civilisations presque opposées en tout point, qui se séparèrent violemment au XVIIe siècle pour mieux se retrouver au XIXe et qui ne cessèrent dès lors de se fasciner mutuellement. Avec le temps, ces différences qui faisaient peur ou rire ont fini par être oubliées, permettant à chacun de se regarder enfin face à face, les yeux dans les yeux, quelle que soit leur forme ou leur couleur. L'étranger a peu à peu cessé d'être un barbare pour devenir un autre homme, tout simplement. Sachez pour conclure que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au Japon pour admirer des paravents Nanban. La plupart de ceux que vous avez vus dans cette émission sont exposés à Lisbonne, au Musée national d'art ancien et au Musée de l'Orient. Nous nous quittons aujourd'hui, non pas avec un haïku, histoire de déroger à la règle, elles sont un peu faites pour ça, mais avec un texte portugais de la poétesse Sofia de Mello Breiner Andresen. Les paravents Nanban racontent la joyeuse histoire des navigations. Stupeur des peuples qui tout à coup se retrouvent face à face. Extase de celui qui voit aussi bien de loin que de près. Lac et éventail, kimono camélia, perfection soignée et la saveur des épices. Cérémonie courtoise, délicatesse nippone, malice en présence de visages au long nez, de culottes bouffantes. Pendant qu'au sommet des gréements, ils font des poiriers et des sauts, les agiles acrobates des navigations. Danse de joie, parce que le monde découvert est bien plus beau qu'on ne l'imaginait.